Bienvenue sur l'allumeur de réverbère. Alors la bergerie des Malassis, c'est sur le plateau des Malassis, à Bagnolet. Bagnolet, c'est une ville de la Seine-Saint-Denis qui touche Paris. La bergerie, elle est à 1,5 km de Paris, 10 minutes à pied, tu y es. Les Malassis, c'est un quartier de logement social où il y a 88% de logements sociaux. Donc c'est-à-dire c'est fait de plusieurs cités. La voix qu'on vient d'entendre est celle de Gilles Amar qui a fondé et gère la bergerie des Malassis à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Pour ce nouvel épisode du podcast L'allumeur de réverbère, on a choisi de mettre en lumière cette belle initiative qu'est la bergerie des Malassis, dans toutes ses dimensions, d'agriculture urbaine, d'élevage, éducative ou encore paysagère. Le 9 juin dernier, on a retrouvé Gilles à la bergerie et il nous a expliqué la genèse de ce lieu, en a décrit le développement et les activités et a décrypté son lien avec le quartier des Malassis, qui est un quartier dit politique de la ville, un QPV. Donc, petite parenthèse, un QPV, c'est un quartier défavorisé qui est concerné par une politique nationale de cohésion urbaine et de solidarité qu'on appelle justement la politique de la ville. C'est un peu l'équivalent des anciennes ZUS, les zones urbaines sensibles. Autant dire que dans le contexte social et de très forte densification urbaine qui touche l'est de la petite couronne parisienne, la bergerie des Malassis détonne. Je vous laisse avec Gilles, qui nous a aussi apporté son point de vue sur les évolutions que connaît le tissu urbain environnant depuis plusieurs années, et nous a parlé de l'actualité de la bergerie, en particulier les menaces d'expulsion qui pèsent sur elle depuis longtemps du fait de la municipalité de Bagnolet. Très bonne écoute! Ici, tu as des moutons, j'ai vu que tu avais de la volaille. Tu peux nous dire combien tu as de bêtes exactement ? Alors ici, il y a surtout des chèvres, il y a quelques brebis, il y a des poules qui sont en liberté et donc il y a une trentaine d'animaux, de chèvres donc, et de brebis. Tu peux nous décrire un peu le site ? T'as combien d'hectares pour les animaux ? Comment ça se configure un peu ? Nous on dit que la bergerie, en fait la bergerie des Malassis, c'est une ferme de quartier. Ça veut dire que le site de la bergerie, si tu veux, c'est comme quand tu parles d'une ferme, tu as le corps de ferme, donc là où sont les animaux, là où tu as ton matériel, là où tu vis, là où tu peux aussi accueillir les gens, et puis tu as les terres qui sont autour, donc la bergerie qui est mariée avec l'école maternelle Pêche d'Or qui est juste à côté, donc tous les animaux sont dans l'école maternelle Pêche d'Or et on partage tous les espaces verts de l'école. Donc la bergerie, elle fonctionne sur 3000 m² d'espace vert. Et autour, essentiellement dans la rue Raymond-Lefebvre, rien qu'à l'échelle de la rue, là, on gère 8000 m² d'espace vert. Et ensuite, au total, on gère un peu plus d'1 hectare parce qu'il y a aussi des terrains qui sont à Montreuil, via les partenariats qu'on a, notamment avec Emmaüs Alternative. Globalement, à l'échelle de la petite couronne parisienne, on est dans de l'urbain un peu dense. Comment ça t'est venu un jour d'avoir des chèvres, des moutons ? Est-ce que déjà, à la base, tu t'es dit « je veux faire une bergerie » ou est-ce que c'est juste tu t'es dit « je veux avoir quelques bêtes » et puis comment ça s'est fait en fait ? Alors, à la base, l'asso elle a 13 ans et la bergerie elle a 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on a des animaux. Avant, pendant 3 ans, en fait, l'asso quand je l'ai créé, c'était pour créer un jardin de pied d'immeuble, donc dans l'espace public, sur une pelouse, au pied d'un bâtiment de l'OPH de Bagnolet, donc dans l'espace public. Pendant 3 ans, l'association, en fait, elle a fait que des jardins de pied d'immeuble avant d'avoir les animaux, Ce quartier, justement, en fait, que ce soit pour les jardins que moi je voulais ouverts, que je voulais dans l'espace public, parce que j'avais fait des ateliers de jardinage dans des jardins partagés, et en fait, je trouvais ça beaucoup trop fermé. Et quand j'ai créé l'asso, donc c'était pour créer un jardin pédagogique collectif de pied d'immeuble, pour valoriser autrement un peu la pleine terre qui était là. C'était juste une pelouse qui était tondue, retondue, et donc on s'est, avec une école, avec les enfants, les jeunes du quartier, les adultes aussi, on a planté, des légumes, des arbres fruitiers. Donc c'était volontairement dans l'espace public, dans un site qui était ouvert, parce que moi j'avais envie de travailler avec les enfants et les jeunes en particulier, et je voulais pas que ce soit comme dans certains lieux fermés associatifs, où les enfants ou les jeunes peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Là, c'était plié dès le départ, c'était ouvert à tout le monde, c'est dans l'espace public,
public, j'y suis pas tout le temps, donc l'idée c'était de voir comment justement on pouvait partager, valoriser ces espaces. Et en fait, que ce soit pour les jardins ou que ce soit pour la décision d'avoir pris des chèvres au bout d'un moment, les chèvres c'était une vieille blague avec des potes d'ici, parce que moi je suis né, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, donc quand je suis parti vivre dans le sud-ouest pendant 4 ans et que j'ai fait une formation agricole et que j'ai bossé dans l'élevage, bon, pour rigoler je leur disais ouais je vais ramener des chèvres ici quoi. Donc c'est une blague qui s'est concrétisée, mais à la base si j'ai su que c'était possible d'avoir des chèvres et pas des chèvres qui sont toujours enfermés, des chèvres qui sortent, avec lesquels tu peux faire du parcours et les nourrir vraiment à l'herbe dans le quartier, c'est parce qu'il y avait des cités, parce que les cités, c'est les endroits en ville où il y avait, parce que j'ai presque du mal maintenant à dire qu'il y a encore beaucoup d'espaces publics. Derrière la cité, il y avait quand même une utopie architecturale et sociale, quoi, qui était le logement collectif pour tous, enfin des logements de qualité pour tous, et aussi des grands espaces publics, et donc des grands espaces verts publics où on peut se retrouver, où on peut jouer, où il y a de la place pour être ensemble. Donc c'est parce qu'il y avait des cités autour que je savais que c'était possible d'avoir des chèvres, parce que les cités, même si elles portent tous les stigmates négatifs de l'urbanité, c'est là où il y a le moins de circulation. Faut pas rester bloqué sur les 3 chauffards du quartier ou sur la petite dizaine de jeunes qui fait des roues avec les motos, quoi. En fait, c'est là où il y a le moins de circulation. En ville, souvent on parle de verrou, donc voilà, il y a que les gens qui habitent ici quasiment qui passent en bagnole par là. C'est les endroits donc, où il y a ces espaces verts où tu peux traverser dans n'importe quel sens, où t'es pas obligé de suivre toujours le trottoir ou la route. Donc c'est des endroits où tu trouves des chemins en terre. C'était ça. Donc c'est parce qu'il y avait des cités que c'était possible d'avoir des chèvres, de se déplacer avec un troupeau et de nourrir ce troupeau. Et donc on a beau être à 1,5 km de Paris, les Malassis, c'était un quartier beaucoup plus vert, avec beaucoup plus d'espace que plein d'autres quartiers à la limite de banlieues plus éloignés. Des opérations de renouvellement urbain qui ont remis en cause ça, ou ça n'a rien à voir? C'est la politique de la ville, c'est la rénovation urbaine, quoi, donc via l'ANRU. Et c'est vraiment un changement de paradigme, quoi. On passe dans des environnements sécuritaires où les espaces verts de pied d'immeuble qui étaient ouverts. Et donc ça veut dire quoi un espace vert de pied d'immeuble qui est ouvert? Ça veut dire que t'es chez toi, t'es à la maison, t'es avec tes enfants, t'as les petits qui te disent y a machin et machin qui me demandent si je peux aller faire du vélo. Tu dis oui, mais tu restes là en bas, je veux te voir, quoi. C'est ça. Donc c'est des jeux d'enfants, c'est des endroits à l'ombre où les gens peuvent s'asseoir, discuter. C'est ça. C'est pas une théorie écologique à la base. C'est quelque chose de très humain que chacun se souhaite à lui-même ou souhaite à ses enfants. Avoir de l'espace, pouvoir jouer. C'est tout bête. Pouvoir s'asseoir, être dehors. Pouvoir être dehors, pas être toujours enfermé chez soi, quoi. Pouvoir être dehors et avec les autres. Donc maintenant avec la résidentialisation, donc qui consiste à poser des grilles partout, ou alors à réduire les surfaces de pleine terre qui étaient des pelouses et à les planter, à faire des espèces de terre-plein, de vivaces où il faut pas marcher. Voilà, l'espace public disparaît, les espaces de jeu pour les enfants disparaissent, les espaces pour être ensemble disparaissent, les grands arbres disparaissent, les bâtiments se multiplient parce qu'il y en a plus qu'avant. Ce côté traversant dont je t'ai parlé, c'est fini parce que maintenant, justement, on disait un quartier. Maintenant, ce qui était un quartier, c'est-à-dire un endroit avec plusieurs rues ou alors avec des chemins, des passages, ça devient un bloc complètement clos où les halls donc forcément ça a un impact déjà sur la diversité, sur la nature, sur la diversité biologique parce que ces pelouses ou ces bosquets, malgré tout, mais alors c'est tout la même chose. Avant aussi c'était tout la même chose, mais malgré tout ils accueillaient, ça pouvait être un refuge pour pas mal d'oiseaux, pour des insectes, parce que malgré tout c'était pas, tu vois, les trucs tondus tout le temps, ça fleurissait, voilà. Tandis qu'aujourd'hui, c'est des no man's land. Nous, l'association, c'est pas ces paysages-là qu'on fabrique. On fabrique des paysages qui peuvent rester ouverts, où on introduit du comestible. Moi, je plante tous les jours des légumes, des arbres fruitiers, je balade mes chèvres et tout, mais pour moi, qui ai grandi ici et qui suis attaché à ce département et à cette petite région de la France, quoi. Je suis désolé, moi je veux que les gamins ils puissent continuer à jouer, je veux dire c'est pas les légumes qui vont prendre le dessus sur nos enfants, surtout à l'heure où il y a plus d'espace, quoi. Maintenant les gamins ils sortent de chez eux, ils sont dans la rue. Du coup tu disais ça fait une dizaine d'années que tu as les premières bêtes. À partir de quand vous avez commencé à construire un petit peu ici, à aménager le site, et d'ailleurs à quel moment vous avez commencé à qualifier ça de bergerie? Alors en fait, comme je t'ai dit, l'association elle existait avant la bergerie. Il se trouve que en plus du jardin de pied d'immeuble
même dont je t'ai parlé. Avant l'achat des premiers animaux, ça fait 2 ans que je faisais un jardin dans l'école aussi. Un jardin qui donnait sur la rue. Parce que même quand, par exemple, je jardine aussi dans des écoles, je m'occupe aussi d'espaces verts d'école où on crée des jardins potagers fruitiers. Mais en fait, je fais toujours en sorte de me mettre côté rue. Pas derrière, pas autour de la cour de récréation où c'est pas visible. Nos jardins, un peu, c'est des lisières, justement, entre l'espace public toujours et par exemple l'institution scolaire. Donc ça crée un lien, les enfants peuvent montrer ce qu'ils ont fait à leurs parents, ça participe du paysage de la rue. Donc voilà, donc ça fait 2 ans que je faisais un jardin ici, on avait des très bons rapports avec les enseignants, avec la directrice de l'école. L'école Pêche d'Or, c'est une toute petite école de 5 classes avec de très grands espaces verts par rapport à la taille de l'école. Donc quand on a acheté les animaux fin juin 2011, tout d'abord, même si j'avais déjà l'idée et même si chaque année je ramenais des chèvres à la fête du jardin au balcon pour montrer qu'il y avait aussi du pâturage possible. Quand on a pris les chèvres, c'était pas possible de les garder au jardin au balcon. Donc j'ai demandé à la directrice de l'école si on pouvait les mettre dans l'école Pêche d'Or pendant les grandes vacances, vu qu'il y avait de l'espace. Elle a dit oui. Le terrain sur lequel on se trouve, c'est-à-dire là où a été construite la bergerie. Donc ce que j'appelle la bergerie, c'était ce qui était à la base un petit bâtiment d'élevage, donc une espèce de grande cabane. Et c'est aussi le lieu où on accueille le public. Ce terrain-là était en friche depuis 2 ans et demi. Moi, je passais tous les jours devant parce que le jardin, en fait, historique de l'assaut, il est juste en face. Ensuite, on a fini par ouvrir la grille de la friche pour faire manger les animaux qui étaient dans l'école. C'est comme ça que les 2 terrains se sont retrouvés liés. Et si on l'a fait, ça, c'est parce que j'avais avec moi des stagiaires de l'école du paysage de Versailles, avec qui je bossais déjà un petit peu. On est devenus potes. Quand je leur ai parlé de cette envie là d'avoir des animaux ici aussi, ils étaient motivés. Et donc, c'est ensemble qu'on a pris cette décision et c'est ensemble qu'on a créé la bergerie. Donc oui, avant même qu'elle soit construite, on avait décidé que ça s'appellerait la bergerie. Enfin, ou une bergerie. C'est pas la bergerie, parce que la bergerie, c'est après avec son histoire qu'elle est devenue la bergerie. Mais ça devrait s'appeler la chèvrerie, quoi. Parce que de fait, il y a beaucoup plus de chèvres. J'ai une vingtaine de chèvres alors que j'ai que quelques brebis, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous parler globalement du rapport que tu as avec le quartier? Est-ce qu'il a évolué depuis 10-13 ans Tu fais des activités avec les écoles à côté, tu disais? Bah ouais, alors le rapport avec le quartier, c'est un rapport intime. Bon, ça fait 13 ans que je suis là tous les jours. Comme je t'ai dit, moi j'avais envie de bosser avec les gamins, avec les jeunes, alors que ce soit via les écoles maternelles, primaires ou le collège avec lequel on a travaillé 10 ans, ou même le lycée. Enfin, tu vois, les enfants, je les ai vus grandir, quoi. Puis je les ai même suivis après dans leurs établissements scolaires, au fur et à mesure des projets qui continuent à se développer. Donc, quand tu t'occupes des enfants et que les enfants ils sont contents, et leurs parents ils considèrent le travail que tu fais. En plus, quand ils voient la transformation du paysage et qu'ils apprécient, je veux dire, l'association, elle était rien sans les habitants, sans aussi justement cet attachement qu'ils ont à leur quartier, sans leur conscience historique de ce quartier, c'est-à-dire les Malassis. Il y a quand même, enfin voilà, il y a eu au niveau culturel, artistique, il y a vraiment eu une effervescence dans les années 70, 80, 90, et ça laisse des traces. Auparavant, c'était aussi une zone de mur à pêche. Il faut savoir que les murs à pêche, ça partait d'ici, ça allait jusqu'à Montreuil, et ça c'est très vivant dans la mémoire des gens parce que t'as vraiment des anciens de Bagnolet. Eux, ils ont connu justement l'époque des jardins, l'époque où le parc départemental c'était encore des carrières de gypse, et où après il y a eu une friche industrielle et où il s'est passé plein de choses, où il y avait un mec qui avait des chèvres aussi. C'est un quartier où il y a quand même un très fort attachement des gens à leur quartier, et une histoire commune, une vraie expertise justement des transformations urbaines, parce que c'est pas les premières transformations qu'ils connaissent, quoi. Les anciens là qui habitent dans le logement social aujourd'hui, c'est ceux qui vivaient dans des petites cabanes en bois ou dans des bidonvilles quand ils sont nés. Donc et après qui sont arrivés dans le logement social. Enfin, c'est des gens c'est des experts, quoi, de tout ça. Donc là c'est pareil. Et donc on a touché au territoire, c'est avant tout le quartier des gens des Malassis, ceux qui vivent là. Et voilà, donc on a fait ensemble, moi comme je t'ai dit, voilà, c'est chez moi aussi la Seine-Saint-Denis, quoi. Je suis d'ici. Et donc on a vraiment quelque chose en commun. Et ils ont vu que le travail de l'association, c'était pas parachuter un truc, une espèce d'ovni designé, je sais pas quoi, machin truc. C'est un truc d'ici, quoi, à la mode de chez nous. Tu peux décrire quelques trucs que tu fais là encore aujourd'hui, des exemples d'activités que tu fais avec les écoles à côté? Alors avec les écoles à côté... Par exemple, l'autre jour, je suis passé, tu avais les mains, je pense, pleines de terre. Tu faisais quoi, par exemple? Alors déjà, en général, j'ai toujours les mains pleines de terre. En fait, on travaille avec 3 écoles du quartier. Avec l'école Pêche d'Or maternelle, avec qui on est jumelés, quoi. L'école Jules Verne primaire qui est en face. L'école PVC primaire qui est à, je sais
pas, à 800 mètres d'ici. Et c'est parce que ce soit l'école Jules Verne ou l'école Pêche d'Or et l'école Vallon, ça fait des années, alors 13 ans, 10 ans, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je sais pas, qu'on gère ces écoles, on s'occupe de leurs espaces verts et on y fait des jardins potagers fruitiers. Il n'y a pas de pâturage dans les écoles parce que c'est des espaces trop petits. Donc voilà, quoi, si tu veux, l'asso, nous on organise une transversalité, quoi. Ça veut dire qu'on est à la fois sur des projets pédagogiques, mais au long cours, hein. C'est pas des ateliers one shot où les gamins ils viennent une fois puis ils voient jamais ce qu'ils ont planté ou bref. Donc c'est des projets à l'année, que ce soit avec des écoles, mais aussi beaucoup avec depuis 13 ans des enfants, des adolescents, des jeunes adultes handicapés, avec des jeunes mineurs sans papier. Je vais pas dire tous les partenariats qu'on a eu en 13 ans, mais bon, avec des publics fragiles, sensibles, ça c'est vraiment une spécificité. Et nous, notre manière de faire, c'est que à travers des activités pédagogiques, thérapeutiques, d'insertion sociale ou d'insertion professionnelle, on fabrique et on entretient du paysage et une ferme. Donc là, tout ce qui nous entoure, ça a été construit avec des enfants ou avec des jeunes, quoi. On nous voit un petit peu partout et l'idée, c'est aussi de participer à une autre forme d'éducation, à d'autres formes de formation, à faire évoluer le métier de jardinier, à plaider pour à la limite, s'il doit y avoir de l'agriculture ou de l'élevage en ville, mais quelque chose qui se diffuse dans le quotidien et qui a des impacts sociaux autant sinon plus que des impacts économiques, enfin tu vois, en termes de production. Nous on produit du paysage, on produit des projets pédagogiques, on produit du lien aussi parce que les gens ils se rencontrent. Voilà, c'est ce que j'allais dire, des relations sociales, amicales, de voisinage. Notre travail c'est ça. La Seine-Saint-Denis, globalement, pour les gens qui y habitent pas, surtout, l'image que ça renvoie, ou en tout cas qu'on en diffuse, c'est surtout lié à la sécurité, ou au niveau de pauvreté, au QPV, etc. C'est quand même un territoire où il y a plein de projets, où c'est assez dynamique, et la bergerie, c'est un bon exemple de ça. Tu l'as mentionné tout à l'heure, on voit émerger de plus en plus des projets d'agriculture urbaine, de jardins partagés et tout. Un projet de bergerie ou de chèvrerie, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus rare. Est-ce que toi, au niveau de la Seine-Saint-Denis ou au niveau de l'Île-de-France, t'en connais d'autres ? Moi, en fait, j'étais à la fac à Nanterre. J'ai fait des études d'ethnologie, entrecoupées donc d'une période de voyage et de formation dans l'élevage. Et en fait, il se trouve qu'à Nanterre, il y a un endroit qui s'appelle la Ferme du Bonheur, qui existe depuis plus de 25 ans. Je sais pas exactement, quoi, mais vraiment ça date. Et donc ce lieu, il existe toujours. À l'époque où j'étais à la fac, j'allais à la Ferme du Bonheur, j'allais voir les chèvres, donc c'est sur le campus universitaire de la fac de Nanterre. Donc voilà, déjà il y a la Ferme du Bonheur qui est vraiment un lieu historique et symbolique de ce type d'initiative. Après, il y a eu nous, donc ici, la bergerie. Je parle pas des fermes pédagogiques, hein, c'est autre chose les fermes pédagogiques. T'as des fermes pédagogiques en Ile-de-France, mais ça n'a rien à voir. Même en petite couronne ? T'en as une à cheval sur Rosny et Neuilly-Plaisance par exemple, sur le plateau d'Avron. Ça n'a rien à voir, c'est un truc municipal, c'est fermé, c'est les bêtes, enfin bon, elles sont tout le temps enfermées, bref, ça n'a rien à voir, ça a peut-être un peu évolué quoi, mais bref. Pour moi, une ferme pédagogique, c'est un endroit qui est payant. Donc ici, par exemple, la bergerie, c'est gratuit quoi, tous les jours c'est ouvert, même pour les visites, c'est payant, une ferme pédagogique, ou alors c'est très fermé, c'est que des groupes qui sont accueillis, c'est quand même assez refermé sur soi en général. Ouais. Et donc après t'as une autre asso qui est à Saint-Denis aussi, qui s'appelle Clinamen, qui a des moutons. Voilà, il y a un berger à Fontainebleau qui a des moutons, il y a un autre aussi mec, Olivier Marcoulou, qui est, je sais plus où il est, qui a des brebis aussi, mais bon pareil, je crois qu'il est en Essonne, bon c'est déjà largement du périurbain. Mais après sur notre modèle, tu peux dire ça des autres structures aussi quoi, hein, mais sur notre modèle, nous, voilà, c'est pour ça que j'insiste sur la transversalité, c'est vraiment, on est autant sur, c'est de l'élevage, mais c'est aussi, on fabrique du paysage. Donc moi, par exemple, je me dis toujours, je suis jardinier avant tout, quoi. Ok. Et même si je suis chevrier, de fait, je m'occupe depuis 10 ans de mes bêtes, tous les jours. Bonjour. Ouais, ça va, merci. Ah, il y a Bébèche, tu vas tondre Bébèche ? Non. Le 6 juin dernier, 3 jours avant notre entretien avec Gilles, avait lieu la tonte des brebis à la bergerie. Avant de reprendre l'interview, je vous laisse profiter des sons enregistrés ce jour-là qui vous donneront une idée de l'ambiance. Beaucoup de familles du quartier avec des enfants étaient présentes pour y assister dans une atmosphère joyeuse. En fin d'épisode, nous remettrons à nouveau quelques sons de l'événement. Servir. Ouais, c'est ça. Sauf que quand même, là, elle est un peu cachée, ça revenait plus vite. Hein.
Le fait aussi que la bergerie, elle est là pas pour dire regardez, on peut élever des chèvres en ville, regardez, on peut faire pousser des légumes, regardez, je sais pas trop quoi. Vraiment, pour moi, l'assaut, je voulais travailler avec les petits d'ici, avec les jeunes d'ici, avec les gens d'ici. C'était retour au bercail, quoi. Et c'était faire quelque chose, parce que la vie a fait que moi, je me suis retrouvé là, à nouveau. C'était vraiment montrer que c'est beau, quoi, justement, parce que tu avais commencé à parler de la Seine-Saint-Denis, enfin, montrer comme il y a de la liberté ici, montrer comme il y a de la solidarité, montrer comme les gens... Un attachement au territoire aussi. Voilà, et comme on a une histoire en commun, qu'on a un patrimoine en commun, qu'on n'est pas justement, c'est pas que de la violence, il y en a de la violence, il y en a aussi ailleurs, hein. C'est pas que des histoires sociales difficiles dues à des conditions économiques difficiles, c'est aussi plein d'autres choses, et personne n'a envie d'être enfermé dans une identité négative, parce que c'est faux. Donc c'est très lié quand même à la défense d'une espèce d'amour aussi pour les lieux dans lesquels on a grandi, où nos enfants grandissent, quoi. Ici pour toi, est-ce qu'on a une ébauche ou un exemple de nature en ville, entre guillemets, telle qu'on pourrait l'avoir dans une ville qui serait un peu plus vivable, un peu plus reconnectée au vivant? Autrement dit, est-ce que pour toi là tu as un truc qui devrait être reproduit dans d'autres endroits? Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus? Je comprends de ce que tu m'as dit jusqu'à maintenant que oui, sur comment est-ce que tu penses les espaces de nature qui puissent être occupés aussi, pas juste regardés ou cultivés. Est-ce que pour toi ça c'est entre guillemets un modèle de lieu qui pourrait être reproduit ailleurs? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont venus te voir en disant en fait c'est top, moi j'aimerais bien faire ça dans mon quartier? Alors déjà c'est clair, il y a régulièrement des gens qui viennent ici pour savoir comment on travaille, c'est quoi l'histoire de ce lieu et comment ça fonctionne pour s'en inspirer, ça c'est sûr. Que ce soit des porteurs de projets, on va dire, ou carrément d'autres villes ou collectivités, même de province, hein, ils viennent ici, hein. Ah ouais, Ouais. Okay. On a eu des gens de Nevers qui voulaient avoir la rénovation urbaine dans un des quartiers populaires de Nevers. Ils sont venus se rencarder ici. Donc on fait partie des exemples. Donc il y a une exemplarité et après une reproductibilité, c'est certain, parce que il y a un modèle paysager, économique, social qui est là et qui peut être reproduit entre guillemets. Après le but c'est pas de reproduire. Le but c'est d'expliquer qu'il y a d'autres processus de fabrication ou de valorisation de ce qui est déjà là, hein, dans le domaine de ce qu'on appelle la nature en ville, quoi. Ce qu'on cherche, c'est à vulgariser les manières de faire qu'on a faites, qui ont évolué aussi sur le tas et tout. Enfin, il y a quand même du recul, quoi. Il y a 13 ans de recul. Donc, moi, quand j'ai commencé, je tenais pas le même discours et je jardinais pas de la même façon. Et il y a plein de choses que je faisais pas de la même façon, hein. Donc plutôt, d'inspirer d'autres pour que les choses se fabriquent d'une manière juste qui va s'intégrer dans l'existant et pas qui va parachuter quelque chose qui peut être à la limite super. Mais les gens ici, justement, nous quand même en Seine-Saint-Denis, tu vois, vu qu'on est tellement tricard, on est tellement montré du doigt, on a besoin aussi que les lauriers nous reviennent, quoi. Et donc ça soit fait d'une manière qui témoigne quand même de la reconnaissance de l'existant, qu'il soit social, culturel, naturel, paysager, quoi. C'est les projets qui viennent tout chambouler, comme la rénovation urbaine, même à une plus petite échelle. Bon, il faut de la délicatesse, quoi, quand on fait les choses. Donc nous, on essaye d'être délicat avec les gens, quoi. Quand on pense à un espace comme ça dans un milieu urbain relativement dense, ou en tout cas qui n'est pas du périurbain, on peut se dire qu'il y a des côtés pratiques qui peuvent se poser. C'est quoi les problématiques pratiques entre guillemets qui se posent le plus? Est-ce que quand tu sors les chèvres, c'est gênant qu'il y ait des voitures? Est-ce que tu as du mal à trouver des lieux de pâturage? Est-ce qu'il y a des trucs pratiques vraiment spécifiques au fait d'être dans un milieu urbain qui se posent? Ah ouais, complètement, ouais. Bon, déjà, tu as parlé des voitures, c'est sûr. Moi, donc les chèvres, je fais du parcours avec elles. Le parcours, ça veut dire tu sors avec tes bêtes, elles sont en liberté, tu marches avec elles. Et le but du jeu, c'est au fil du parcours, passer par des espaces où elles peuvent se nourrir. Donc voilà, donc c'est sûr que les voitures, faut toujours faire attention. Après, ça se fait, hein. C'est toujours, tu vois, il n'y a pas une baguette magique, quoi. Il faut connaître ses bêtes, il faut bien connaître les bêtes. Et puis, il faut connaître l'environnement dans lequel tu es. Ouais, j'ai des... Mais bon, après, la difficulté spécifique à un environnement urbain d'aujourd'hui, parce que quand j'ai commencé, c'était open bar. J'avais aucun mal à trouver des endroits où les nourrir. Maintenant, c'est la misère. Toutes les pelouses, elles sont derrière des grilles. Les espaces, ils ont été construits pour la plupart. Voilà, maintenant, je galère à nourrir les animaux. Parce qu'il n'y a plus d'espace. Les espaces verts ont fondu et quand ils sont encore là, ils sont derrière des grilles. Donc ça aussi, c'est une limite aujourd'hui, actuelle. Enfin, tu vois, là, il y a des endroits où c'est plein d'herbes et je peux pas aller faire manger les animaux parce qu'il y a des grilles autour et qu'il y a un blocage de la ville qui nous facilite absolument pas la tâche, qu'il n'y en a rien à foutre des animaux, de leur bien-être.
Il y a plein de choses. Par exemple, quand tu veux sortir du fumier, tu vois, voilà, c'est tout un bordel. T'es coupé de ton environnement professionnel. Les éleveurs, moi j'ai travaillé dans des élevages, hein, tu vois, les éleveurs, ils ont des syndicats de ceci, de cela, tu vois. Ils se rencontrent, ils discutent. T'as des vétos ruraux hyper compétents qui sont juste à côté de chez toi. Nous, ici, il n'y a pas de vétos ruraux, quoi. T'as pas les magasins où t'as du matériel pour l'élevage. Le foin, tu le payes une fortune parce que tu te fais livrer. Enfin voilà, t'as énormément de contraintes, énormément. Là, tu viens de mentionner la ville qui vous facilite pas la tâche. Justement, tu me disais l'autre fois, vous êtes menacé de longue date d'expulsion. Est-ce que déjà tu peux en quelques mots, nous résumer un peu la chronique de cette histoire avec la ville et l'actualité La chronique, s'il faut commencer par une chose, c'est quoi? On est dans une ville qui est tombée malade d'une espèce de paranoïa des représentants politiques. Tout est lu à travers le prisme d'une politique politicienne. Donc ça veut dire qu'il y a des clans. Donc les partis politiques sont des clans. Il y a des clans qui s'opposent. Depuis que je suis là, moi, ça c'était pas très tendre et ça va pas du tout en s'améliorant. Au contraire, ça se tend. Donc ces clans finissent aussi par diviser la population. Ces élus qui veulent avoir un contrôle démesuré de tout ce qui se passe dans leur ville, ils sont aussi dans un rapport très particulier aux associations. Un peu clientéliste, par exemple? Ouais, clairement. Il faut témoigner de son soutien politique d'une manière ou d'une autre pour pouvoir être dans les petits peuples. voilà, pour imaginer développer des projets d'envergure. Dès le départ, il y a eu un malentendu à une époque où c'était un autre maire, donc il y a deux mandats avant 2014. où c'était encore un maire PC, ou parce que on était une asso qui avait créé un jardin, donc le jardin au balcon, jardin public pédagogique dont je t'ai parlé, qui était le premier jardin collectif du quartier des Malassis. Dans tous les autres quartiers de Bagnolet, il y avait des jardins partagés, mais au Malassis, il n'y avait pas de jardin partagé. Et donc ces jardins partagés dans les autres quartiers de Bagnolet étaient aussi des foyers politiques, des foyers d'opposition, notamment verts. Voilà. Et à l'époque, l'opposition, c'était les Verts. Et donc tout de suite, on a été identifié, tu fais un jardin, t'es écolo, t'es un opposant politique, quoi. Il n'y a pas besoin de grand-chose, hein. Donc, alors qu'il se passe quelque chose déjà avec la population, quand tu viens demander une petite subvention ou des petites choses pour pouvoir travailler avec les écoles, tout ça, bon... Il n'y a rien qui suit. Et en fait, après, avec l'élection de Tony Di Martino, donc maire PS en 2014, et où déjà le premier maire qui nous avait demandé de partir, c'était Everbeck, hein, c'était le maire PC. Hein. On avait dit non, on avait lancé une pétition, c'était en 2013, ça, et c'était très très bien rempli. Du coup, vu que c'était avant les élections de 2014, il avait retourné sa veste et tout le monde était pour la bergerie, y compris Tony Di Martino qui était venu dire que s'il était élu, elle bougerait pas. Et puis 3 mois après, on nous expliquait qu'il fallait bouger, qu'il voulait faire une ferme pédagogique municipale. Donc on avait dit, bah non, c'est parce que c'est pas municipal justement que ça fonctionne. Une fois que ce sera municipal, c'est foutu, ça n'a plus rien à voir. Et donc on relance une pétition, donc on obtient le fait que, parce qu'à l'époque on devait déménager, quoi. On venait de se battre contre Everbeck, c'est parce que c'est lutte, hein, c'est épuisant, hein, c'est destructeur, hein. C'est chronophage, donc le temps que tu passes à ça, c'est pas le temps que tu passes à taffer ou à développer d'autres projets, donc tu te retrouves dans la merde financièrement, donc ça tend tes relations à la maison, tout, hein, parce que c'est ça, c'est te mettre la pression. Et... Bref, donc c'est quelque chose qu'il faut encaisser, quoi. À un moment donné, on avait accepté de déménager. C'était une époque où... Enfin, donc faut voir, hein, tout ça, tu t'apprends sur le tas, hein. Tu vois un peu comment ça se passe au fur et à mesure, hein. Parce qu'aussi les autres de l'assaut... Enfin, moi, j'ai jamais voulu bouger d'ici, mais tout le monde disait, oui, mais c'est une reconnaissance et tout, parce qu'on devait avoir un lieu où elle serait pérennisée. On devait avoir une subvention d'investissement pour fabriquer nouveau, tout ça. Après, très vite, on s'est rendu compte que c'était une arnaque, qu'on nous proposait un terrain tout petit, que, par ailleurs, des activités de l'assaut n'étaient absolument pas favorisées, pérennisées. Le jardin au balcon qui a 13 ans, on n'a toujours pas de convention, hein. On n'a aucune convention. Il a 13 ans, ce jardin, hein. On n'a aucune convention pour rien, alors qu'on les a demandé. On n'avait pas vocation à être des squatteurs, quoi, hein. Nous, donc après, le projet de rénovation urbaine a commencé, les destructions de cités, de bâtiments ont commencé. T'avais l'impression qu'il y avait la guerre dans le quartier, quoi. Les trottoirs, tout éclaté, des travaux de partout, du bruit en permanence, des camions énormes qui traversent le quartier, je sais pas combien d'allers-retours par jour. Il y a toute une génération qui a grandi là-dedans, hein. Ça dure, c'est sur 10 ans, hein. Même pour c'est pas ouf comme truc. Mais... Ouais, c'est clair. Pour personne, c'est ouf, hein, je t'assure. Et donc, toi, tu commences à développer un sens critique déjà sur... parce que moi, j'ai découvert la politique locale comme ça, à travers l'assaut. Avant, je sais pas, hein, je connaissais rien, pas plus qu'un autre. Et aussi un sens critique vis-à-vis de la rénovation urbaine, qui est un vrai traumatisme, une solidarité avec les habitants, pareil, qui n'en peuvent plus, des destructions. Aujourd'hui,
après moult péripéties déjà sous l'ancien mandat, où on a fini par refuser de déménager parce qu'on n'avait pas la possibilité de bien s'installer, parce que la ville ne faisait pas son travail, ne communiquait pas les informations nécessaires à un bon projet de bergerie ailleurs, parce que en même temps qu'on devait déménager en juin 2018, des bulldozers sont arrivés sans crier gare sur les pré-jumeaux, donc le plus grand terrain de l'assaut dont on s'occupe depuis 10 ans, et ils ont déchiqueté les grands arbres à la pelle, ils ont arraché la clôture de notre pré sans même nous prévenir, et heureusement on a réussi à virer les bulldozers, donc à interrompre l'avancée du béton, et c'est le dernier espace vert public de pied d'immeuble du quartier, parce qu'on a viré les bulldozers. Moi j'ai pas vocation à virer des bulldozers, c'est pas mon travail. Donc si on fait ça, c'est parce qu'il y a vraiment un ras-le-bol quoi, de ces mauvais projets, de cette manque de considération quoi, pour les lieux et pour les gens. Puis c'est quoi ces méthodes de ramener des bulldozers sans prévenir? Bien sûr. Suite à ça, donc on a dit qu'on bougerait pas d'ici, que c'était intolérable. Le projet à l'époque, c'était quoi? C'était la construction de... Donc là, sur 5600 mètres carrés, tu as une petite école maternelle avec des grands espaces verts et une ferme qui vivent ensemble depuis 10 ans. Il y a une trentaine de grands arbres sur ce terrain. Alors que le PLU aurait pu être modifié en 2014 suite aux élections municipales. Le projet, c'était quoi? C'était la construction de 2 bâtiments de 7 étages en accès à la propriété. Eiffage et Ménagement construisait, Eiffage Immobilier vendait, avec des espaces verts résidentialisés. Donc pour la photo, il y a du paysage, mais en fait c'est derrière des grilles, c'est inaccessible même à ceux qui habitent là. Et il devait faire une nouvelle école maternelle Pêche d'Or, une crèche. Mais du fait de la présence des 2 bâtiments, ça donnait une énorme école crèche en béton, sans espace vert, sans aucun espace de pleine terre pour les enfants. Avec un jardin sur le toit qui est un non-sens écologique et pédagogique, et qui en plus, sur les photos de 3D, quoi, tu vois, t'as des arbres de 6 mètres sur la photo, avec 1 mètre de sol. Ce qui est impossible. Et ils l'ont reconnu. Donc ce sera un couvert végétal. Donc des enfants qui vont être dans une école, il faudra toujours monter, descendre des escaliers, des classes en hauteur qui n'auront même pas un jardin. Donc voilà, en août 2019, on a donc dit qu'on s'opposait à ce projet parce que les quartiers ou les zones urbaines sont inégales devant la densification, que les quartiers de logements sociaux, c'est super facile de jouer au Monopoly, les gens ne sont pas propriétaires, donc on détruit, on densifie, on reconstruit, on ne sait pas trop quoi, on fait ce qu'on veut. C'est pas pareil dans d'autres quartiers de Bagnolet ou dans d'autres villes qui jouent même pas le jeu du logement social. On s'est battu contre la construction de ces 2 bâtiments parce que ça donnait une mauvaise école pour les enfants, donc on se battait pour une meilleure école pour les enfants. On s'est battu parce qu'on s'oppose à l'abattage d'une trentaine d'arbres et de tout ce sol, de toute cette vie qu'il y a ici, et parce qu'on s'oppose à la destruction de la bergerie des Malassis et qui est le paysage de la rue, parce qu'on est une association sérieuse qui fait du bon travail, qui est supportée par les habitants du quartier, et donc c'est du patrimoine, on appelle ça du patrimoine. Il n'y a pas que nous, comme patrimoine dans le quartier, mais on en fait partie. Et donc c'est bon, stop, on touche plus au patrimoine naturel, culturel, social d'ici, quoi. Ça suffit. C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de nature qu'il faut qu'elle disparaisse complètement. C'est pas les Pyrénées, mais n'empêche qu'on est attaché à notre nature, à nous, et à nos espaces de respiration. Et donc, vu que c'était quelques mois avant les élections municipales et qu'au concert de soutien, il y avait des centaines de personnes, au bout du 2e concert de soutien, Tony Di Martino, le maire qui a été réélu, là, il est venu annoncer que la construction des 2 bâtiments était annulée et que la bergerie serait maintenue sur site. Seulement, dans ce maintenu sur site, il y avait tout le flou nécessaire pour s'entêter dans un mauvais projet d'école, c'est-à-dire qu'en fait, donc les 2 bâtiments, a priori, parce que j'ai encore des questions sur ce sujet, ne seront pas construits, mais par contre, les enfants du quartier auront toujours le droit à cette mauvaise école en béton, destructrice d'un sous-bois et d'une ferme en plein cœur des Malassis, où ils n'auront pas d'espace vert et où la bergerie est à nouveau censée déménager, donc sur un terrain encore une fois trop petit, et sur un écocide et un scandale social, quoi. Donc c'est hors de question. Pour les mêmes raisons, on ne peut pas travailler et on a des principes qu'on défend chèrement qui sont les principes même de la création de cette association. Nous, avec une architecte, avec des gens compétents, professionnels, on a fabriqué un projet de ferme-école alternatif qui respecte l'existant, qui nécessite l'abattage d'aucun arbre. Donc une ferme-école où il y a le même nombre de classes créées, où il y a le même nombre de berceaux de crèche, où il y a la même superficie pour le centre de loisirs, sauf qu'on ne vient pas bétonner là où il y a des arbres, une ferme et de la vie. On vient construire là où est l'école actuelle, avec une construction en bois, donc bien plus écologique, avec des bâtiments qui font un seul étage, avec des jardins qui entourent les classes, les bâtiments de la crèche, du centre de loisirs, avec une entrée par un jardin, une école qui coûte beaucoup moins cher, une école donc, dont on a même calculé l'impact carbone qui est négatif
négatif en impact carbone, vu que le bois il a fixé du carbone, tandis que eux c'est je sais pas combien de tonnes de béton, il y a 300 camions encore qui vont arriver pour lui décharger du béton, donc une production de carbone très forte. C'est pas une manière de parler, vous avez vraiment estimé que c'était 300 camions de béton qui allaient arriver. Ouais. Notre pote Gaël, qui est architecte, elle a vraiment chiffré ça, quoi. On a chiffré aussi vraiment le coût de la construction de cette école. Ça a été chiffré par des économistes professionnels qui ont l'habitude donc, de chiffrer les projets architecturaux. Avec une rentrée pour les 10 classes en 2023, comme dans le projet de la mairie, dans une école provisoire. Et donc notre école reste moins chère malgré le fait que les architectes et la boîte qui doit construire leur école là, ils vont réclamer des indemnités. Malgré le fait qu'il faille relancer des études parce que nous on veut que la ville se saisisse de notre projet. C'est pas nous qui allons faire cette école. Ou on veut pas placer un architecte ou je sais pas quoi. Malgré le fait qu'il faille aussi avoir une école provisoire, on reste moins cher que leur école qui est très très chère. Une mauvaise école très très chère avec de l'argent public. Donc on reste vraiment dans la lignée de ce projet de rénovation urbaine, quoi. Beaucoup d'argent public dépensé pour des équipements qui sont de mauvaise qualité ou qui ne profitent pas à la population. Les arguments de la mairie, c'est quoi? Enfin, c'est plus que de la mauvaise foi. C'est des propos diffamatoires. C'est-à-dire qu'ils vont dire qu'on est contre l'école, alors qu'on s'est toujours battu pour une meilleure école et que nous, on vit avec les enfants du quartier. Votre projet, il dit que vous refusez pas le principe d'une école, quoi. Absolument pas. Et en tout cas, le principe d'une bonne école. La forme architecturale et paysagère de l'école, elle va avoir des impacts sur le modèle éducatif. C'est vraiment, notre projet, c'est vraiment aussi un moyen. Si tu veux, l'école, c'est un outil pédagogique. Donc nous, l'outil pédagogique qu'on propose à la directrice et aux enseignants de l'école et aux parents d'élèves de l'école qui soutiennent notre projet, officiellement. Les parents d'élèves de l'école maternelle Pêche d'Or et la directrice de l'école Pêche d'Or soutiennent notre projet. Mais normal, parce qu'ils voient bien l'intérêt pour leurs enfants ou pour leurs élèves. C'est un bon outil pédagogique qui peut même faire évoluer les pratiques d'éducation dans l'éducation nationale, parce que ça sera une école publique. En fait, ce que ça dit de la ville, c'est que non seulement ils manquent de vision, ou peut-être qu'il y a des intérêts derrière, mais en tout cas, a priori, ils manquent de vision sur le plan urbanistique, mais aussi sur le plan de l'éducation, quoi. Mais évidemment, la bergerie est aussi une école. Mais ici, tu as un élu à l'éducation qui parle de la bergerie comme d'une buvette. Et c'est pareil, donc tout un discours un peu nauséabond sur c'est quoi la buvette. La buvette, quand est-ce qu'elle est ouverte? Elle est ouverte quand il y a des concerts, quand il y a des spectacles, donc quand il y a des activités artistiques, culturelles, gratuites pour les habitants du quartier, pour aussi ceux de l'extérieur du quartier. Nous, on n'a pas de problème pour se mélanger. Après, il y a l'argument financier. Au départ, ça a été un argument financier qui se raisonnait sur le site uniquement, donc Pêche d'Or Bergerie. On a répondu à cet argument financier en montrant que malgré tout, notre projet restait meilleur et moins cher. Ensuite, maintenant, c'est un argument financier à l'échelle plus de la ville et donc de la chronologie des investissements nécessaires pour refaire les différentes écoles de la ville, que ça décalerait tout, donc ça décalerait la reconstruction d'autres écoles. Mais nous, ce qu'on a répondu aux maires et aux élus, enfin aux chefs de partis politiques de la majorité municipale, c'est que ce modèle d'école qu'on proposait, écologique, économique et épanouissant, on était certain qu'ils allaient s'en saisir. Peut-être même s'ils nous viraient, tu vois, et qu'ils faisaient leur école de merde ici au Malassis, et ben les prochaines écoles qu'ils vont faire à Bagnolet, tu vas voir qu'ils vont reprendre ça. Et donc nous, ça, c'était un cadeau qu'on leur faisait. Aussi pour faire gagner de l'argent à la ville la plus endettée de France, quoi. Nous, on propose gagnant-gagnant. Eux, pour l'instant, ils continuent à choisir perdant-perdant. Et les premiers perdants, c'est les enfants et les habitants du quartier. Je tiens à le rappeler. La bergerie, elle est ouverte tous les jours? Ouais, mais pas toute la journée. Okay. Parce qu'on travaille aussi à l'extérieur, mais elle est ouverte tous les jours, au minimum 4 ou 5 heures, souvent les fins de journée. Des fois, c'est ouvert toute la journée aussi. Vous avez une page internet ou une page Facebook où on peut aller regarder les annonces de manifs? Alors, on a plusieurs choses maintenant, parce qu'on a de plus en plus d'aide et de soutien. Donc on a une page Facebook qui s'appelle La Bergerie des Malassis, où il y a aussi du fond. Bien sûr, on annonce les événements, les manifs, mais vraiment on explique le sens de ce combat et les activités de l'association. Il y a un site qu'on a créé qui s'appelle oui à la ferme école de Bagnolet.fr où il y a toutes les infos sur notre projet alternatif, sur les activités de l'asso, voilà. Il y a une page Instagram aussi qu'on a créée pour les jeunes, là c'est des jeunes du quartier qui s'en occupent, donc pareil, la bergerie des Malassis. Et il y a une pétition qu'on peut signer? Et il y a une pétition qu'on peut signer à la bergerie en version papier parce qu'en fait on réclame un référendum d'initiative citoyenne, ça fait partie du règlement intérieur du conseil municipal, donc on pense que c'est aux habitants de trancher, qu'il y a un vrai débat, que ça devrait pas être un débat, qu'au contraire on devrait travailler avec cette ville ensemble, voilà, pour montrer une belle image de la ville et du quartier. Pour l'instant ils sont pas encore décidés, mais on espère qu'ils vont le faire, quoi, parce que nous vraiment notre volonté c'est, de toute façon la solution elle passe par le maire, c'est à lui de voir qu'est-ce qui est dans l'intérêt de sa population, et nous voilà, on reste des partenaires, quoi, s'il y a cette volonté là. Bon, on va les déshabiller. Ils sont pressés. Pardon. Ça se voit. Comment? J'ai mis la malle là.
Salut, ça va? Ouais, toi. Génial, t'as fait commencer ou pas? Non. On arrive au terme de cet épisode. Après une manifestation devant la mairie de Bagnolet le 9 mai et une marche le 19 juin qui n'a finalement pas été autorisée et qui s'est donc reconvertie à l'improviste en rassemblement dans la bergerie elle-même, d'autres événements, concerts, rassemblements, etc. ont été et seront organisés visant à soutenir la préservation de la bergerie des Malassis ainsi que le contre-projet de ferme-école évoqué par Gilles dans notre entretien. En face, à voir si la municipalité de Bagnolet s'obstinera dans sa volonté d'expulser la bergerie des Malassis pour implanter son projet de travaux publics et si elle refusera de consulter par référendum les Bagnoltaises et les Bagnoltais sur le sujet. On remercie Gilles pour son témoignage très riche et on lui souhaite bien du courage pour la suite. On en profite pour inviter toutes celles et tous ceux qui seraient intéressés par l'initiative à aller sur place pour visiter la bergerie. C'est déjà une première manière de manifester son soutien. N'hésitez pas aussi à faire tourner cet épisode pour faire connaître le lieu de la bergerie des Malassis ainsi que le contre-projet de ferme-école. Enfin, nous vous invitons à suivre les activités du lieu via les liens internet que vous pouvez évidemment retrouver dans l'article de l'épisode sur le blog, notamment pour rejoindre les prochains rassemblements pour s'opposer à la disparition de ce projet original qui vient illustrer que la Seine-Saint-Denis ne se résume pas à l'image qu'en donnent trop souvent les médias et la classe politique. A bientôt et gardons nos lanternes allumées.